Madame Athème, je vous laisse la parole. Bonjour, à tous et toutes, c'est dommage que je ne puisse pas vous voir, ça rend les choses nettement moins sympathiques. Alors, on m'a demandé de parler des violences intimes dans le couple et je vais peut-être, commencer par, vous parler du cercle vicieux des violences parce que si on ne comprend pas comment ça marche, on a du mal à comprendre pourquoi les victimes réagissent comme elles le font et pourquoi il est si difficile de les accompagner vers la sortie. Alors dans le cercle des violences, il y a, toujours ça commence par une rencontre entre 2 personnes, hommes et femmes ou pas d'ailleurs, et ça commence par, une histoire d'amour. Évidemment, dans ces rencontres-là, il n'y a pas d'égalité à proprement parler dès le début puisque l'un des 2 protagonistes est, en général, avec un profil particulier pour lequel il a peut-être des explications et de bonnes raisons. Il a peut-être été lui-même victime de violences, il est peut-être, il souffre d'un manque d'estime de lui-même, de vulnérabilité psychique personnelle, d'immaturité, peu importe. Toujours est-il que dans cette, relation qui se met en place, ça commence toujours par, une, comment dire? Une lune de miel. Et puis, chemin faisant, la relation s'installe et petit à petit apparaissent, mais alors de manière très insidieuse et très subtile, des petits, manquements qui sont autant de petites violences. Et les choses se font de manière tellement fine que la victime ne s'en aperçoit absolument pas au début. Donc ce sont des petites réflexions, des petites humiliations, mais toujours, très bien emballées. Et c'est très important que ça se passe comme ça, parce que si frontalement, l'agression était là d'emblée, eh bien la femme se dirait: «Mais qu'est-ce que je fais là? Enfin je m'en vais, je n'y trouve aucun intérêt et je n'ai pas du tout envie de me faire maltraiter». Alors que lorsque la violence arrive comme ça, sans même qu'on y prenne garde et que toutes ces réflexions mises bout à bout aboutissent à ce que la femme finisse par, se demander si elle n'est pas vraiment cette personne incompétente, nulle, qui ne sait ni s'habiller, ni se coiffer, ni cuisiner et qui n'a aucun intérêt en réalité. Eh bien, une fois qu'elle est convaincue de ça, elle va accepter de plus en plus de choses sans se rebeller. Et toutes les femmes peuvent être concernées. On peut être, étudiante à Sciences Po, on peut être, directrice, dans un établissement du CAC 40, peu importe. Une fois que l'emprise est installée, une fois que l'agresseur a mis le grappin sur sa victime, le scénario va se dérouler d'une manière à peu près identique. Et c'est assez important de le savoir parce que souvent les femmes quand elles écoutent ce genre d'histoire, elles disent: «Mais on dirait qu'il parle de mon mari ou de mon petit ami. Je me reconnais dans cette femme, c'est pas possible». Malheureusement oui, le scénario est toujours le même. Donc l'emprise, ensuite l'isolement. Une victime isolée, c'est formidable parce que petit à petit, on va détruire son tissu social, on va, la séparer de ses copines, on va, ça peut se faire très simplement en disant: «Bah, oh bah, non, tes copines, on les a vues la semaine dernière, ça nous saoule», et cetera. «On va pas aller chez tes parents, on les voit tous les dimanches, restons ensemble ma chérie, j'aime tellement être seule avec toi», que petit à petit, finalement, il n'y a plus personne autour. Alors ça peut aller plus loin chez des femmes plus vulnérables. On peut leur prendre leurs papiers, on peut, les empêcher de sortir, tout est possible. On peut aussi les harceler, notamment avec tous les moyens modernes. Ça peut être, 42 SMS par heure: «Où es-tu? Avec qui tu fais? Ah, tu es avec Tiffen, tu prends le thé? Envoie-moi une photo de Tiffen parce que je ne te crois pas. Envoie-moi une photo de toi quand tu arrives au bureau, quand tu pars du bureau, je veux connaître tes horaires et tout ça parce que je t'aime tellement ma chérie, tu sais, c'est juste de la jalousie et n'y vois aucun mal». Donc une fois que ce climat est installé, la victime est conditionnée et rien n'interdit qu'on passe au stade d'après qui sont les violences physiques.
Mais ce que disent toutes les victimes, c'est qu'en fait, les violences physiques, c'est presque mieux. Parce que les violences physiques, ça se voit. Les violences physiques, on peut en parler. Si vous allez voir vos copines et que vous avez un œil au beurre noir et que vous avez des hématomes sur les bras et qu'il fait 40 degrés, donc vous ne pouvez pas mettre un pull, les gens vont être un peu à l'écoute. Mais si vous allez, vous dire à quelqu'un que vous êtes extrêmement maltraité, alors que vous n'avez aucune trace, aucun stigmate et que votre conjoint, comme la plupart du temps, est double face. À la maison, c'est un monstre, mais à l'extérieur, il est génial, il est merveilleux, il est drôle, toutes les filles se l'arrachent et tout le monde vous envie, mais vous n'avez aucune chance d'être cru. Donc les violences psychologiques qui, en plus, détruisent complètement l'estime que les femmes peuvent avoir d'elles-mêmes, font beaucoup plus de dégâts, encore que les violences physiques, sauf quand elles sont extrêmes, évidemment. Et ce qui se passe dans ce scénario, qui est vraiment bien installé, qui est toujours le même, c'est que, très souvent, par exemple, à l'occasion d'une première grossesse, on va passer aux violences physiques. La grossesse agit comme un accélérateur des violences. Peut-être que l'homme a peur de ne plus être le centre d'intérêt, le dieu de la maison, et les violences vont commencer à être dans un degré tout à fait supérieur. Et ce cercle se répète toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de violences, il peut y avoir une prise de conscience chez la femme, la jeune femme qui se dit: «Mais non, c'est la violence de trop, c'est la gifle de trop, c'est l'humiliation de trop, ça ne peut pas durer», et à ce moment-là, elle décide que peut-être elle va partir parce que ça ne peut pas durer. Et lorsque l'homme perçoit ce changement d'attitude, en fait, comme il est extrêmement stratège, il va immédiatement devenir le plus merveilleux des hommes, la couvrir de cadeaux, lui dire que: «Ma chérie, en fait, j'étais fatigué, j'avais la pression au bureau, je n'aime que toi. Tu sais très bien que, je jamais, je n'ai aimé une femme comme je t'aime» et puis accessoirement, «Personne ne t'aime comme je t'aime, puisque pendant des mois, je t'ai répété que tu étais moche, que tu étais grosse et que tu avais bien de la chance que je m'intéresse à toi» et ça reste malheureusement ancré dans les têtes et donc, quand l'homme va devenir, tellement gentil et inonder sa femme de cadeaux, la femme va se dire: «Non, mais en fait, il a raison. Je ne sais pas y me prendre, je suis maladroite, je fais pas assez d'efforts, peut-être que si j'étais plus attentive, si je faisais mieux la cuisine, si je m'habillais mieux, mais tout serait vraiment formidable» et elle se dit: «Bon, allez, je lui fais confiance» et c'est reparti pour un tour et quand c'est reparti pour un tour, une fois que l'homme est vraiment, vraiment, vraiment sécurisé, et bien là, les violences vont revenir petit à petit. Et ce qui est aussi extrêmement, régulier comme scénario, c'est que petit à petit, la durée de ce cycle va se raccourcir et que les violences vont s'intensifier. Jusqu'à ce que, à un certain moment, la femme est réellement décidée à partir et vous le savez, c'est à ce moment-là que l'homme, tellement, stressé d'être abandonné, va passer à un acte beaucoup plus violent et tenter d'étrangler sa femme, de la tuer et c'est à ce moment-là qu'on a les féminicides. Ce qui est important de savoir donc avec ces violences et ces scénarios, je vous l'ai dit, c'est que tout le monde est concerné et aussi que ça ne concerne pas que le conjugal. Très souvent, les jeunes femmes, donc typiquement les étudiantes comme vous, ont du mal à mettre, sur ce qu'elles vivent le mot de violence conjugale parce qu'elles ne sont pas forcément en couple et pourtant, avec un petit ami, il peut se passer exactement la même chose. La même emprise, le même désir de possession, la même violence et une femme jeune, elle est encore plus vulnérable, qu'elle a moins confiance en elle et que parfois elle a tellement peur d'être abandonnée, cette relation est tellement importante qu'elle va accepter des choses qui ne sont pas acceptables en réalité. Et ça peut aller loin parce que, parfois on accepte des relations sexuelles qu'on ne souhaite pas, parce qu'on a l'impression que si on le refusait, eh bien, on ouvrirait la porte, à l'abandon et parfois on a été menacé: «Si tu ne veux pas coucher avec moi, je te quitterai. Si tu ne veux pas coucher avec mon copain, si tu ne veux pas faire des fellations à ma bande, eh bien, je vais, te quitter, je vais dire à ta famille, je vais faire ci». Donc on a beaucoup, beaucoup de prises possibles sur les femmes très jeunes parce que justement, elles sont encore plus vulnérables et c'est pour ça que c'est une population extrêmement importante qu'il faut accompagner.
Alors, j'ai regardé avec beaucoup d'attention votre, rapport et bravo. Il est remarquablement, mené. Évidemment, on est un peu surpris de voir que enfin non, on n'est pas surpris en vrai. Et 76 des réponses, viennent de femmes et en général, les femmes répondent plus volontiers à ce genre de questionnaire. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est que vous identifiez à part égale 4 grands groupes de causes, qui sont le fait d'être en groupe et on sait très bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la meute, et du modèle collectif qui est très fort. On le voit, nous, quand on va dans les lycées, les collèges, c'est exactement la même chose. La deuxième raison, c'est l'impunité et ça, malheureusement, s'il y a bien quelque chose dont il faut parler en cette journée du 25 novembre, c'est de l'impunité parce que les agresseurs organisent tellement bien leurs scénarios qu'ils sont la plupart du temps totalement impunis, même si, la justice, n'était pas faillible. Et puis le manque d'éducation des étudiants et l'alcool. Et ça, je pense que ce sont vraiment 2 domaines sur lesquels on doit pouvoir agir. On doit pouvoir agir. Je sais que dans les grandes écoles, il y a la fameuse tradition du jeudi, où l'alcool payé par des boîtes coule à flot et où on peut aussi mourir de coma éthylique, mais où beaucoup de jeunes femmes se font, violer allègrement parce qu'elles ne sont pas en état de consentir. J'ai vu que vous aviez eu un grand débat sur le consentement avant que j'arrive et donc l'éducation et l'alcool, ce sont des facteurs sur lesquels on peut et on doit agir. Après, il faudrait imaginer aussi des lieux de prévention dans les universités, des lieux où on pourrait aller parler. Par an, je lis qu'il y a, 9 de viols, 1 femme sur 10 qui a été agressée, 1 femme sur 20 qui a été violée et que, ben, 22 pensent que ça ne sert à rien de porter plainte. Je me dis qu'on a du taf. Alors, je vais vous parler, peut-être pour vous donner, une idée, de ce qu'on fait à la Maison des femmes. Parce que c'est un modèle qui peut être répliqué à plus ou moins grande échelle. On n'est pas obligé de dupliquer tout ce que nous faisons, mais le fait d'avoir ouvert une structure qui est là vraiment pour prendre en charge les violences, pour, accueillir, écouter, croire et accompagner les femmes, l'expérience nous montre que c'est très puissant et que les femmes adhèrent vraiment à ce modèle. Alors je ne sais pas qui c'est qui passe les diapositives. C'est ouais, super, merci beaucoup. Donc, évidemment, nous partons, dans la réflexion à partir des objectifs pour le développement durable que vous connaissez peut-être et que nous sommes supposés avoir menés d'ici 2030. Malheureusement, je ne pense pas que ça sera le cas, mais l'objectif numéro 5, évidemment, on y tient beaucoup, c'est l'égalité entre les sexes. Diapo suivante. Ah, c'est pas moi, si. Voilà. Alors, l'objectif du numéro 5, il dit des choses, extrêmement intéressantes, ce d'autant qu'elles prennent en compte les très jeunes femmes et les filles. Donc, il s'agirait de mettre fin dans le monde entier à toutes les violences et discriminations, qui sont faites, éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence, la traite, l'exploitation sexuelle, et cetera. Les pratiques préjudiciables, le mariage des enfants, le mariage précoce, les mutilations génitales. Je crois savoir que dans la loi contre le séparatisme, ces sujets sont posés aussi en tant que tels. Et puis, bien sûr, il faudrait assurer l'accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative pour que chacun puisse bénéficier de ses droits. Et moi qui suis gynécologue accoucheuse, je reste quand même assez, traumatisée de savoir que, des centaines de milliers de femmes meurent tous les jours dans le monde, rien qu'en accouchant et tout autant sinon plus en avortant. Donc cet accès à la santé sexuelle et à la santé reproductive est absolument crucial. Diapo suivante. Alors, nous savons aujourd'hui, mais je peux vous dire que moi, dans le courant de mes études, on ne m'en a jamais parlé et je pense que les générations d'après, pas tellement, que les violences alors dans cette diapo, on parle des violences à l'égard des femmes, mais les violences à l'encontre des hommes ont aussi de graves conséquences sanitaires et on sait par exemple qu'un être humain qui a été victime de violences graves perd 4 ans de vie en bonne santé. C'est énorme. Les conséquences, elles sont multiples, vous les voyez, décrites. Donc on peut mourir, hein, féminicide ou suicide d'ailleurs. On peut se suicider
à cause de violences subies. Et on le voit aussi dans les lycées, les collèges et probablement dans les premières années d'université, suite à des harcèlements, suite à des humiliations collectives, des jeunes filles et parfois des jeunes garçons se suicident parce que c'est insoutenable. Il peut y avoir des traumatismes physiques en lien avec les coups reçus sur toutes les parties du corps. Il peut y avoir des complications en lien avec des grossesses, désirées ou pas. Mais dans les grossesses non désirées, il y a des enfants qui vont naître dans un environnement violent et là, on c'est comme si on plantait à nouveau des graines de violence et qu'on faisait en sorte que ce cycle infernal se perpétue ad vitam aeternam. Et puis, on peut avoir besoin d'avorter et dans les pays où l'avortement n'est pas aussi sécure qu'il est en France, c'est encore une bonne raison de mourir. On peut attraper des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH. Combien de femmes ont été contaminées par leur, conjoint qui, lui, n'avait absolument pas envie de se protéger et qui trouvait que c'était pas grave du tout de contaminer sa femme et puis combien de femmes, par exemple, migrantes, ont été contaminées dans leur parcours migratoire suite à des viols. Le fait d'être soumis en permanence à de la violence va générer la dépression et plus grave encore, un syndrome de stress post-traumatique qui est un ensemble de symptômes, qui mettent le sujet dans un état de dépression, de prostration, de, de vigilance perpétuelle parce que quand on a vécu des violences répétées, on a tout le temps peur. N'importe quoi va nous faire repenser à ce qu'on a vécu, une odeur, une musique, hem, un bruit. Le bruit d'un homme qui marche derrière vous peut vous faire complètement péter les plombs parce qu'un jour un homme a marché derrière vous et ça s'est mal terminé. Et donc, cette dépression et ce syndrome de stress post-traumatique nécessitent des soins psychologiques et psychiatriques assez prolongés. Et enfin, très souvent, on va avoir des conduites à risque pour, se déconnecter un petit peu des choses violentes qu'on vit, comme, avoir des addictions, consommer du tabac, de l'alcool, des drogues, avoir des conduites sexuelles à risque aussi, ou même, rouler très vite sans casque, enfin toutes ces choses que font les adolescents et qui sont parfois des conséquences des violences subies. Et puis, on le sait, les violences ont un coût très élevé que la société, doit prendre en charge, que ce soit, les soins, que ce soit, tous les services autour, les ambulances, le SAMU et cetera. Le manque à gagner des femmes qui ne travaillent pas et puis, des maladies qui vont durer pendant des années. Parce que le fait d'être, tout le temps victime de violences va mettre aussi l'organisme en état de stress perpétuel, avec des hormones de stress qui vont être sécrétées tout le temps et qui vont finir par détruire aussi, des éléments de la santé, par favoriser des maladies auto-immunes et parfois par provoquer des maladies plus chroniques comme le diabète, l'hypertension, voire un cancer. Pendant la grossesse, il peut y avoir des fausses couches, des morts du bébé dans le ventre de sa mère, des morts in utero, directement liées avec des violences physiques. Mais il peut y avoir aussi des bébés qui grossissent mal parce que dans un environnement violent. Et on sait que ces enfants, quand ils naissent, ils sont déjà impactés par la violence. Et si on leur fait des IRM du cerveau, on peut voir déjà des séquelles sur leur cerveau. Donc vous voyez que la prévention de ces violences, elle doit se faire à plein de moments de la vie des jeunes femmes. Diapo suivante. Donc, ayant un peu pris conscience de tout ça et moi je suis plutôt en fin de carrière, donc après des années de pratiques, plus traditionnelles où bien sûr j'écoutais les femmes, où j'avais accès à des témoignages, parfois extrêmement bouleversants, mais je n'avais pas l'idée que moi, gynécologue, accoucheuse, je pouvais en faire quelque chose. Eh bien, je me suis dit que oui, on pouvait peut-être, créer un lieu où toutes ces questions-là, qui sont des questions de santé, mais où l'hôpital ne les gère pas vraiment comme, moi j'avais envie que ça soit géré et donc je me suis dit qu'un lieu dédié pouvait être intéressant. Diapo suivante. Donc, moi je travaillais à cette époque, dans la ville de Saint-Denis, j'y travaille toujours et dans une très grosse maternité, 4 600 accouchements par an. Il y avait, chaque année, on remettait la mort dans l'âme, 200 femmes à la rue avec leurs bébés parce qu'il y avait une précarité extrême.
que c'est un département où la mortalité périnatale, c'est-à-dire la mortalité avant l'accouchement et dans l'année qui suit, est plus élevée que partout en France, sauf dans les DOM-TOM. On avait fait une étude sur la précarité et on avait vu que les femmes les plus précaires, c'était celles qui avaient entre 16 et 40 ans, donc des femmes en âge de se reproduire. Et puis accessoirement, comme on a beaucoup, beaucoup de migration, d'Afrique subsaharienne, 14 de nos patientes étaient excisées. Donc il y avait vraiment, de quoi faire autour de ces fameuses violences et on n'avait pas du tout de réflexion, coordonnée sur cette prise en charge. Diapo suivante. Et donc après avoir pendant 4 ans, récolté des fonds et posé donc vous voyez la première pierre, en 2014 et ça c'était vraiment une première pierre pour faire parler, pour, interpeller d'autres donateurs parce que j'avais évidemment pas du tout assez d'argent. Il a fallu encore 2 ans de levée de fonds pour inaugurer la structure, qui s'appelle aujourd'hui la Maison des Femmes. Diapo suivante. Et ce qui est sympa avec cette Maison des Femmes, c'est qu'elle a une architecture tout à fait, audacieuse. Elle est dans un hôpital, mais elle ressemble à tout sauf à un hôpital. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour les femmes, parce que très souvent, les endroits comme les plannings familiaux ou bien les services sociaux sont dans des sous-sols sombres et très rarement, mis en valeur architecturalement. Et là, quand les femmes arrivent, ce qu'elles nous disent, hein, c'est qu'il suffit que je rentre et déjà je me sens mieux. Et des fois, quand j'ai pas le moral, même si j'ai pas rendez-vous, bah, je viens, je m'assieds et je me sens mieux. Donc ça nous fait évidemment extrêmement plaisir. Diapo suivante. Donc, avoir de l'argent, ça a été très compliqué. Il a fallu mobiliser des politiques, les villes, la région, le département. Et puis, il a fallu faire appel à la charité, publique, si je puis dire, en allant voir des fondations. Vous avez ici les premières, les fondations historiques, mais d'autres nous ont rejoints. Et je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, on sait très bien on ne peut, pas mener une action comme ça un petit peu, innovante, sans le soutien de la société civile. Parce que l'État n'a clairement pas assez d'argent pour, organiser ce genre de structure et donc il faut faire appel à de l'argent privé. Et ce qui a été encore plus intéressant dans cette aventure de la Maison des Femmes, c'est que très vite, j'ai été contactée par des jeunes femmes, très rarement des jeunes hommes, qui, super enthousiastes, alors qu'on avait à peine commencé, m'écrivaient en disant: «Ben, moi, j'ai fait l'ESSEC, moi, j'ai fait HEC, moi, je bosse chez Danone, je vends, du lait truc-muche, avec des caractéristiques, hyper spéciales. Je sais que ça ne sert à rien, mais, mon job, c'est d'en vendre plus encore». Hem et d'autres qui me disaient, «Moi, je suis chez L'Oréal et je dois vendre, du shampoing spécial cheveux crépus, noirs, rayés de rouge et ça me saoule». Et donc on a eu très régulièrement des bénévoles qui, étaient très éduqués et qui sont venus vers nous en disant: «J'ai envie de donner du sens à ma vie» et qui nous ont beaucoup accompagnés. Par exemple, l'une d'elles m'a aidée à créer l'association, à rédiger les statuts. Une autre, s'est occupée d'organiser, les cours de français, le bénévolat. Enfin, ça a été une aventure assez exceptionnelle qui continue parce que je reçois très régulièrement des propositions comme ça de jeunes femmes. On va même créer un club des alumni avec toutes ces jeunes femmes qui sont passées chez nous, puis qui sont reparties faire d'autres choses, mais qui restent extrêmement attachées à la structure. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on fait en consultation? On s'occupe typiquement de choses dont on ne parle pas forcément dans une consultation de gynécologie standard, c'est-à-dire les violences conjugales. Et vous avez vu que conjugales pouvait aller jusqu'à petite amie à 14 ans. Et j'en profite pour vous parler d'un outil, qui a été développé il y a quelques années, qui s'appelle le violentomètre et qui, à partir de questions très simples, «Est-ce que ton copain, te respecte? Est-ce qu'il te fait des commentaires sur comment tu t'habilles? Est-ce qu'il regarde dans ton téléphone? Est-ce qu'il te suit?» et cetera, permettent de grader la relation entre relation saine et relation ultra toxique, dépêche-toi de t'enfuir. C'est assez intéressant de regarder ce violentomètre et de discuter avec les jeunes filles parce que parfois, c'est vraiment pour elles l'occasion de comprendre que: «Ah mais oui, c'est absolument pas normal ce que je vis». Et c'est vraiment un outil assez utile et aujourd'hui, il est doublé d'un autre outil qui s'appelle le michtomètre. Je ne sais pas si vous le savez, mais la prostitution des très jeunes filles est un phénomène, qui est vraiment en pleine expansion.
Au début, c'est, bah, pour faire plaisir à son copain, parce que si je fais pas ce qu'il me demande, il va me quitter, il m'aimera plus et c'est trop horrible. Et puis petit à petit, ça devient une façon un peu facile de gagner de l'argent, des services, un nouvel iPhone, et cetera. Et ces gamines n'ont même pas conscience que finalement ce qu'elles font est plutôt en train de les détruire qu'autre chose. Et le michtomètre, pareil, permet avec quelques questions de savoir si la relation dans laquelle on est normale ou si on a progressivement dérivé vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre du proxénétisme et de la prostitution. On parle évidemment beaucoup de violences sexuelles, de viols et d'inceste. Et ça, c'est des questions que les gynécologues, quand ils sont un peu attentifs, comprennent, parce que beaucoup de nos patientes, ont ce genre d'antécédents, hein. 4 millions de Français victimes d'inceste, on en voit donc dans nos consultations et parfois on a accès à ces informations d'une manière très indirecte. Je pense par exemple à un couple que j'avais pris en charge, qui venait me voir parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants et en vrai, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants parce que tout simplement, ils n'avaient aucune sexualité. Ils avaient été tous les 2 victimes d'inceste, ils étaient tétanisés à l'idée d'avoir des rapports et pourtant ils désiraient ardemment un enfant. Mais ils avaient déjà consulté plein de médecins et ils n'avaient jamais dit qu'ils n'avaient pas de sexualité et pourquoi ils n'en avaient pas. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus facile d'accompagner les gens parce qu'on peut poser des mots sur le problème et on peut les orienter correctement. Nous avons aussi des consultations autour de l'inceste, des mariages forcés, des mutilations sexuelles, des réparations de l'hymen, c'est un sujet très, très tendance en ce moment, les certificats de virginité et la réparation de l'hymen. Moi, j'ai à peu près 2 fois par mois des jeunes filles qui viennent me demander de leur recoudre un hymen et alors c'est des consultations très épuisantes, c'est les plus longues de mes consultations parce que je passe 1 heure à leur expliquer qu'elles ne sont pas obligées, que leur corps leur appartient, qu'elles ne sont pas obligées d'épouser le monsieur que papa et maman ont choisi pour elles, que si ce monsieur exige qu'elles soient vierges aujourd'hui, demain, il va leur demander peut-être de plus travailler, de plus voir les copines. Après-demain, il va peut-être leur donner de se voiler si c'est dans sa culture, et cetera et que c'est peut-être mettre le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux. Pour autant, il m'arrive de pratiquer cette chirurgie quand les jeunes femmes me disent: «Bah, oui docteur, je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai 35 ans, ma famille veut absolument me marier. Si je refuse encore ce mari-là, on va me dire que c'est parce que je suis pas vierge, que j'ai peur et donc j'en ai marre». Ils m'ont déjà présenté 3 garçons. Je leur ai dit que j'avais déjà eu des rapports sexuels. Les garçons sont partis en courant. Ça, c'est quand ils n'ont pas menacé de tout raconter à mes parents ou à mon grand frère. Et donc dans ces cas-là, bah, écoutez, je vous l'avoue, toute honte bue, je fais de la chirurgie de réparation de l'hymen. Et on a aussi des avortements, de la contraception et puis des avortements en termes dépassés, parce que chez une jeune fille, très jeune par exemple, qui est dans une famille où c'est même impossible de prononcer le mot, «j'ai une sexualité», et que, comme je n'ai aucune éducation à la sexualité, je ne sais pas que je peux tomber enceinte au premier rapport et pas de chance, c'est ce qui m'est arrivé, eh bien, je ne vais rien dire jusqu'à ce que ça soit tellement évident que ma mère va me dire: «Oh, mais tu as des gros seins ma chérie, tu es sûre que tu es pas enceinte?» Et là, je vais aller en courant au planning familial, mais malheureusement, je suis déjà enceinte de 5 mois, de 6 mois et c'est la fin du monde et nous avons malheureusement très régulièrement ce genre d'accompagnement. Diapo suivante. Alors, nous avons inventé, on va aller vite, hein, parce que ça c'est vraiment plus technique, mais 3 parcours. Un parcours autour de la violence, vraiment dépister, accueillir et proposer, donc un soutien psychologique, un soutien juridique, un soutien social, la possibilité de porter plainte, des avocats, des ateliers pour améliorer l'estime de soi. Deuxième diapo. On a le planning, ça j'espère que vous connaissez et j'espère que vous savez que c'est anonyme et gratuit pour les mineurs et qu'on peut y aller avec et sans rendez-vous, même filles et garçons, pour avoir une contraception d'urgence, des préservatifs, une prise en charge. Troisième diapo, un parcours mutilation sexuelle. Il y a en France 120 000 femmes qui sont victimes d'excision et certaines d'entre elles ne sont pas d'accord avec cette coutume qu'elles ont subie et donc viennent nous voir pour, savoir si une chirurgie ne pourrait pas les aider à aller mieux dans leur sexualité. Diapo suivante. Nous avons des groupes de parole, ça c'est chouette. Alors peut-être si on clique sur, la diapo du milieu, je voulais juste vous faire entendre un tout petit peu la joie des femmes à la fin d'un groupe de parole. Allez-y. Est-ce que ça va marcher? Bon, il y a pas de son. Bon, bah, tant pis. Ce sont des moments très émouvants.
parce qu'on ne parle que d'horreur évidemment, mariage forcé, viol, violence, excision et cetera et à la fin, on a instauré un petit moment comme ça où les femmes se mettent à chanter et brutalement, c'est la fête et on change de monde. Diapo suivante. Voilà, donc il y a plein de professionnels différents, des conseillères conjugales, assistantes sociales, psychologues, psychiatres, sexologues, policiers, juristes, avocats. Aujourd'hui, on est une soixantaine à intervenir, régulièrement, donc c'est quand même une grosse, équipe. Mais on peut faire, la même chose avec une petite équipe délocalisée, par exemple dans une université. Diapo suivante. On travaille en réseau parce que personne ne peut rien faire tout seul. Il faut qu'on puisse orienter, ces femmes vers du logement, vers, des associations d'aide aux victimes. Donc c'est très important de savoir qu'est-ce qu'il y a autour de nous, vers qui on peut orienter, les personnes. Diapo suivante. On a, comme je vous le disais, beaucoup de bénévoles et certaines d'entre elles ont vraiment monté des choses, incroyables comme des ateliers de massage, des ateliers de karaté, du français, des ateliers beauté et tous les jours, on a un atelier et ça participe vraiment, pour les femmes à, avoir une meilleure estime d'elles-mêmes. Diapo suivante. On fait beaucoup de prévention, ça c'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup. On va dans les écoles. On reçoit des lycées et des collèges aussi pour des séances, chez nous, heu et aussi on reçoit des groupes de femmes, par exemple des femmes qui sont, turques et qui sont dans une association, qui les aide dans l'alphabétisation, ben, elles vont venir nous voir et on a des débats assez marrants, sur la sexualité, sur la virginité, sur tout un tas de sujets, et pour elles, c'est vraiment, une très grande nouveauté et on va aussi dans les entreprises faire des petits déjeuners, information, prévention, parce que l'entreprise, tout comme l'université d'ailleurs, ce sont des lieux où on peut tout à fait dépister les violences entre copines, entre collègues. Si vous avez une collègue qui, arrive, en plein hiver avec des grandes lunettes noires, qui a des manches longues, même quand il fait très chaud, qui s'isole progressivement, qui ne reste jamais au after, qui file immédiatement après le boulot, l'air inquiet. Là, vous pouvez être sûr que cette, jeune femme vit des choses absolument pas chouettes chez elle et parfois une main tendue, un petit sourire qui montre que on sait qu'il se passe quelque chose et qu'on est prêt à entendre parce que beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre, ça peut faire énormément. Diapo suivante qui est, je pense, la dernière. Voilà, là, je vous ai mis quelques-unes de nos femmes, notamment celle du milieu. C'est une femme qu'on avait reçue il y a 3 ans. Elle dormait dans la rue, elle avait quitté le Congo parce qu'elle était réfugiée politique et que son mari était, quelqu'un d'important dans la hiérarchie, qui la tabassait, la violait et cetera. Après 1 an, chez nous, elle a eu l'asile, elle a eu un CDI et elle ne ressemble absolument pas à la jeune femme qu'on avait accueillie la première fois. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter autour des violences et d'une possible réponse, il y en a d'autres, hein, et puis, bah, je serais ravie de répondre à vos questions. Avec ma collègue Tiffaine. Approche Tiffaine. Bonjour à tous. Voilà, qui est la génération d'après, donc qui pourra aussi peut-être répondre différemment à d'autres questions. Très bien. Bah, d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Autant tous les détails sur le fonctionnement des violences au sein des relations, mais aussi comment est-ce que fonctionne la Maison des femmes. Je pense on en a beaucoup appris. Par l'audience, le public, on a eu une question au sujet du schéma suivi par les hommes sur les violences conjugales qui peuvent mener jusqu'au féminicide. Est-ce que les hommes violents qui suivent ce schéma, est-ce qu'ils le suivent consciemment et est-ce que est-ce qu'ils est-ce qu'ils peuvent le suivre sans en avoir conscience? Alors, malheureusement, oui, ils peuvent le suivre sans en avoir conscience, pour plein de raisons. La première étant, ce qu'on appelle et que vous connaissez bien, la culture du viol et du patriarcat. Ils ont été élevés comme ça. Une femme, c'est ça. Combien de fois on a des patientes qui nous disent: «Bah, moi j'ai» alors dans plein de cultures, hein, «Moi, bah, je suis mariée avec un mari violent. Chaque fois que j'ai essayé d'en parler à ma famille, la première chose qu'on m'a dit, c'est: "Tu es mariée et ta place est à ses côtés". Donc ça ne souffre pas de discu» et les hommes, ils sont assez étonnants parce que moi j'interviens parfois dans des groupes, d'hommes
qui ont été condamnés, mais pas suffisamment pour être en prison. Ils ont été condamnés à suivre des espèces de camps de redressement. Donc ils ont une semaine entière où ils rencontrent des associations, des médecins qui viennent leur expliquer, ce que c'est que les violences conjugales. Et je suis toujours surprise, ils ont l'air de tomber des nues, quoi. «Mais docteur, c'était une petite gifle. Mais oui, mais les femmes, elles sont tellement plus intelligentes que nous, mais elles nous poussent à ça, docteur. Moi, ma femme, c'est elle qui tient tout à la maison». Et quand vous lui dites: «Oui, mais enfin, je crois que si vous êtes là, c'est parce qu'il s'est passé un truc», ils sont toujours sur la défensive et c'est jamais leur faute et ils ont été très malheureux et leur maman les aimait pas et ils n'ont pas forcément conscience, d'être dans ce schéma-là. Pour autant, beaucoup de ces hommes sont des récidivistes et le docteur Piette, qui est une femme qui s'occupe beaucoup de violences et notamment de violences sexuelles, elle a cette formule, assez drôle où elle dit que les femmes devraient, créer un club des ex. Parce que combien de femmes sont allées vers un homme, et ça doit arriver aussi à la fac, qui leur a dit qu'il avait été avec une femme horrible, dont il avait 2 enfants et qu'elle l'empêchait de les voir et que c'était une salope et que heureusement qu'il avait rencontré cette mère princesse dont il était follement épris. Et 2 ans après, en creusant un peu, la femme d'avant avait été copieusement tabassée et s'était enfuie avec les enfants, celle d'avant aussi et celle d'avant aussi. Donc il y a parfois un grand intérêt à essayer de creuser la question des ex parce qu'on apprend des choses, tout à fait intéressantes sur son conjoint. Non, je pense que les hommes ont besoin d'être éduqués à ces questions-là. Et si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous aurez vu que nous avons lancé un petit clip de sensibilisation. C'est Cédric Doumbé, un champion, 9 fois champion, ça m'impressionne beaucoup parce que c'est un concentré de virilité, cet homme, 9 fois champion du monde de kickboxing, qui a enregistré une petite vidéo qu'on a préparée ensemble, où il fait un call to action envers les hommes en disant: «Écoutez, voilà, on n'est peut-être pas tous des agresseurs, mais enfin, on a tous quelque chose à voir et puis les graines, quand tu es allé dîner chez ton copain et qu'il a passé son temps à critiquer sa femme, tu juste rien dit. Quand ton patron a moqué sa collaboratrice, tu n'as rien dit» et combien de fois nos petites lâchetés nous ont amenés à, accepter, voire encourager des comportements violents. Donc il faut vraiment, vraiment qu'on mobilise les filles, mais aussi les garçons, parce qu'on s'en sortira pas, toute seule. Effectivement, et peut-être du coup, question pour rebondir sur votre conclusion, est-ce que vous avez des outils ou des pistes un peu plus précises sur comment mobiliser les femmes et mobiliser les hommes face à ces violences, en leur rappelant que ce ne sont pas des choses qui sont normales, que c'est condamnable et sortir de ces schémas? Tiffany, une idée? Mais moi, je voulais, c'est piégeux parce que moi, je voulais vous retourner la question. Donc moi, je suis gynécologue obstétricienne de formation et je voulais d'abord saluer le très, très beau travail que vous avez fait, qui a la spécificité d'être porté par et pour les étudiants. Là, on a plutôt l'habitude de voir des travaux, médicaux, sociaux. Donc moi, c'est un peu le premier travail, duquel j'ai pris connaissance comme De ce ça. Donc, type? Ouais. encore une fois, vraiment bravo et pour l'idée et pour la réalisation. Et du coup, je vous retourne un petit peu la question. À l'issue de tout ce travail, de toutes ces données que vous avez récoltées, de tout ce groupe que vous avez monté, moi, je serais très intéressée de savoir, vous, dans votre environnement quotidien, quelles pistes vous avez eues et comment vous vous êtes dit que vous pourriez peut-être faire avancer un petit peu les choses. Puis après, on donnera nos idées à nous. Mais Bien joué, c'était la Tiffen. question que je voulais poser depuis le début, en fait. Donc, j'en C'est profite. vrai, je témoigne. Parfait. Déjà, merci beaucoup pour vos retours. C'est vrai que ce rapport était une nécessité et on est toujours ravis de voir que des personnes de milieux professionnels très divers et différents sont d'accord et s'appuient sur nos résultats. Je vous invite d'ailleurs à peut-être à rester à la fin de notre conférence puisque nous avons une intervention qui est intitulée Comment agir à notre échelle en tant qu'étudiant et étudiante. Et le but de cette Je intervention spoil. Voilà. est réalisé par la co-responsable du pôle Grand Projet, donc le pôle qui a été en charge de la création de ce webinaire, qui va donner des clés, des pistes de réflexion pour agir en tant qu'étudiant, étudiante et dans ce milieu universitaire. Ouais. En quelques mots, nous, on a décidé de s'investir et de faire ce rapport
suite à plusieurs constats, mais notamment parce que les violences sexistes et sexuelles étaient très souvent mises sous silence. Vous parliez des hommes qui pensent qu'il n'y a pas de violence, ou que ce n'est pas leur faute, ou qu'il ne s'est rien passé. On a un peu vu la même chose dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que beaucoup nous répondaient qu'il n'y avait pas de problème, pas de violence, pas d'agression. Donc on voulait montrer que si effectivement il y avait des violences, et le meilleur moyen était de faire une enquête avec des chiffres pour avoir des données quantitatives en plus de données qualitatives. Et justement, le deuxième constat était qu'il n'y avait aucune de ces données, donc c'est pour ça qu'on s'est tourné directement vers un rapport. Et aujourd'hui, on continue on espère à mobiliser et à pousser les gens à agir via notamment des conférences comme aujourd'hui. Bon, et pour quand même tenter d'apporter un petit élément de réponse, je pense que Rapati me soutiendra là-dessus. L'idée, c'est qu'il faut vraiment faire des actions d'éducation. Hein. Tout ça, ça passe par l'éducation. Comme on le voit dans le pourcentage de gens qui ont répondu au questionnaire, malheureusement, c'est des sujets qui touchent plus les femmes, lesquelles vont se sentir plus concernées. Et donc, je pense qu'il faut vraiment mettre en lumière des actions d'éducation, mais qui vont aussi toucher les hommes. Qu'il faut que ce soit des actions de proximité, mais aussi des actions à une échelle un petit peu supérieure avec les responsables de l'enseignement, qu'il y ait des relais à différents niveaux. Je pense que c'est des schémas qui sont utilisables dans tout type de structure, qu'elles soient médicales, universitaires, etc. Et pour moi, c'est pas révolutionnaire, mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui n'est pas encore fait à l'heure actuelle. Non, c'est pas révolutionnaire du tout, mais c'est comme toutes les idées très simples. On se dit: «Mais pourquoi ça n'existe pas?» Et pourquoi il y a alors je sais qu'il y a des facs, notamment, j'ai vu à Paris Descartes, qui avaient des lieux d'accueil pour les jeunes femmes victimes de violences et qu'elles pouvaient aller en parler, mais je ne sais pas du tout qui est derrière ce lieu d'accueil. En tout cas, on voit bien à la Maison des femmes, le simple fait de pouvoir arriver en disant: «Voilà, parfois, c'est je ne sais pas très bien, mais je subis des trucs, je ne sais pas très bien». Et le fait de comprendre la stratégie de l'agresseur, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ce truc que je vous ai expliqué, et de comprendre que ce qu'on subit est, pénalement répréhensible, déjà, c'est un énorme pas. Après, on va porter plainte, peut-être, peut-être pas, et puis la plainte n'est pas forcément, ce serait très important, mais quand on voit aujourd'hui que les procès peuvent durer 2 ans, 4 ans, se terminer par un non-lieu parce qu'ils étaient insuffisamment les faits étaient insuffisamment caractérisés, c'est quand même très déprimant. Donc, il y a aussi d'autres choses à faire, que la justice soit plus rapide, et cetera. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Je pense que pour les étudiants, il faut vraiment une action très spécifique et je pense une présence, de personnes compétentes Porteuse. et qui pourraient accueillir cette parole et qui pourraient ensuite orienter, jeunes femmes et jeunes hommes, parce qu'il y a aussi des hommes victimes de violences, vers des structures capables de les accompagner. Moi, il m'est arrivé de recevoir, la dernière, elle venait de, comment s'appelle ce campus à Fontainebleau? L'INSEAD. C'est pas n'importe qui est à l'INSEAD. Ce sont des étudiants qui viennent du monde entier, en général avec beaucoup de moyens, parce que ça coûte horriblement cher. Eh bien, des violences sexuelles à l'issue de fêtes complètement impensables. Donc, et elle n'avait rien trouvé autour d'elle, donc elle est venue de Fontainebleau à Saint-Denis pour pouvoir en parler. Fascinant. Donc, je pense qu'implanter des petites cellules d'écoute, D'écoute. ce serait déjà énorme, parce qu'en faisant de l'écoute, on fait aussi de la prévention et ça peut faire boule de neige. Donc ça, c'est une première piste. Après, il y a de plus en plus d'outils, de podcasts, même de films. Par exemple, si vous regardez un film qui est comme L'Emprise, c'est un film à partir d'une histoire vraie, d'une femme qui a tué son mari. Et ce qui est très, très bien montré dans ce film, c'est que, c'est l'amour en fait qui finalement est à l'origine de tout ça. Une jeune femme extrêmement amoureuse d'un très mauvais garçon et qui a tenu tête à sa famille, à ses copines, et qui était persuadée qu'elle allait le sortir de sa noirceur. Parce qu'il faut aussi dire que nous, les femmes, malheureusement, nous sommes éduquées dans le care, dans le don de soi, dans, la sauveuse. Combien d'entre nous n'ont pas eu des petits amis, alcooliques, violents, et cetera, et on dit: «Mais non, avec moi, ça va pas être pareil». «Bah si, ma chérie, ça va être pareil et tu vas t'en prendre plein la gueule comme les autres». Donc, extrêmement important d'écouter ces podcasts, de regarder ces films, de lire toute cette littérature parce que ça nous éveille et ça nous fait comprendre aussi que, ce que nous sommes en train de vivre,
est finalement extrêmement, j'ai pas envie de dire banal, parce que le mot n'est pas adapté, mais extrêmement courant. Tout à fait, effectivement. Et ce sont des actions, du moins sur l'éducation et fédérer les différents acteurs de l'enseignement supérieur. Ce sont des missions que l'Observatoire essaie de remplir en prenant contact avec les différentes personnes qui existent. On a mis aussi en place une cartographie. J'en profite pour le dire ici. Et si des personnes sont dans les cas que vous venez d'évoquer, sur notre site internet où vous pouvez regarder les différentes initiatives, qu'elles soient des associations ou des institutions qui traitent des violences sexistes et sexuelles, sur une carte de France, donc pour en trouver des locales plus proches Très de bien, chez bravo. Beau boulot. vous. Merci beaucoup. Et on a une dernière question qui s'intéresse au programme scolaire, notamment au programme scolaire de SVT. Comment se fait-il que ces programmes soient aussi peu renseignés sur ces sujets comme les moyens de contraception, ou l'avortement, les mutilations génitales et toutes les violences que vous avez pu aborder? Ben, en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Quand je vais dans les lycées, alors pas chez les quatrièmes, troisièmes qui ne savent pas grand-chose, c'est vrai, mais les secondes, premières, ils en ont marre. On les bassine avec la contraception. Ils en savent, bien plus long que pas mal d'adultes. Par contre, ce dont on ne leur parle jamais, c'est, ben, des émotions, c'est, de la première fois, c'est du porno, et de ses dangers, c'est, de tout cet imaginaire, autour de la virilité, qui finalement fait tellement de dégâts. Ça, on leur en parle pas et ils sont très surpris quand on va les voir pour leur parler de ça et aussi du plaisir, du désir, de l'orgasme. Plein de choses qui ne sont pas abordées. Alors, est-ce que ce sont spécifiquement les profs de SVT? Je suis pas sûre. Moi, j'ai été invitée dans certains lycées et collèges, c'était les profs d'histoire géo qui avaient envie. Et parce que ça va aussi, je trouve, avec, la promotion de la laïcité, la promotion, de plein de choses, de l'esprit critique. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme qui est génialissime, qui s'appelle Interclasse, qui est porté par des journalistes de France Inter, dont le premier objectif était d'aller dans les lycées et les collèges de zone, heu, pas pas Paris centre quoi, pour, parler des fake news. Et qui petit à petit ont commencé bah, aller sur des vrais sujets, des sujets de radicalité, des sujets d'anti-laïcité, tous ces gamins qui ne sont pas Charlie, qui ne sont pas Samuel Paty, et cetera. Ça pose question. Donc je pense que c'est plutôt des profs de service civique ou d'éthique, de morale et les profs d'histoire géo souvent sont très intéressés par ces questions. Donc moi je travaille avec les profs qui veulent bien, mais Tiffaine a Oui, quelque chose à je me rajouter? permettrais juste de rajouter aussi, il y a une loi qui est passée en 2001 qui est trop peu connue et qui stipule qu'à l'école, au collège et au lycée, normalement, À la maternelle voilà, même, tous ouais. les enfants, collégiens, lycéens, etc., devraient bénéficier de ce qu'ils appellent 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an. C'est un terme qui est très vaste, qui peut couvrir beaucoup de réalités, qui est fait dans certaines, dans certaines structures dans lesquelles notamment on peut être amené à intervenir, mais qui est encore très peu fait. Et ce qui est, voilà, le fait sur lequel il est intéressant de réfléchir, c'est que ça, c'est dans la loi. C'est pas des militants qui se disent tiens, on va faire ça parce qu'on pense que c'est bien. C'est quelque chose qui est écrit dans la loi depuis quasiment 20 ans. Et je vous laisse voilà, vous interroger vous-même ou autour de vous de Bah, combien de on ces va séances faire vous avez un bénéficié et qu'on se demande tous un petit peu pourquoi. Il y a des gros blocages à ce niveau-là. Donc la loi est plutôt juste à ah ce beh, niveau-là. la loi est Sa parfaite. mise en application, 20 ans après, pose beaucoup de questions encore. Bah, il y a 2 freins. Le premier est financier, parce Mm. qu'envoyer dans toutes les classes 3 fois par an pendant toute la scolarité quelqu'un, ça coûte très cher. Il y a le milieu Et associatif. le deuxième, il vient malheureusement, d'une certaine crispation, ces dernières années, il vient des parents. Mm. Quand les ABC de l'égalité sont sortis, les parents étaient vent debout, contre: «On va transformer nos enfants en homosexuels, on va leur apprendre à se masturber» et tout ça a été arrêté et moi j'intervenais dans des classes où les directeurs m'ont dit: «Ah non, on arrête tout parce que les mamans sont venues me faire une crise de nerfs et je veux pas d'emmerde». Voilà, Mm. il y a ça aussi. Ça reste compliqué. Mmh, voilà. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions et ce rappel de la loi.